Bienvenue à tous à Fait Santé. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous Isaac qui est résident en médecine. On va discuter aujourd'hui de comment les médecins qui ont un diplôme hors Québec, en particulier hors Québec et hors États-Unis, comment ils peuvent intégrer la médecine au Canada. L'ordre du jour. Le premier point, c'est le système de santé québécois. Je vais vous donner les lignes importantes à savoir parce que on ne peut pas vouloir aller travailler dans un pays sans maîtriser le système de santé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être le Collège des médecins du Québec. Comme dans beaucoup de pays, vous savez que la médecine est régie par des règles et les règles sont établies par des organismes et chaque pays a un organisme maire qui régit ses règles. Pour ce qui est du Québec, ça s'appelle le Collège des médecins du Québec. Donc on verra un petit peu son rôle, ses fonctions. Je vous donnerai beaucoup de statistiques sur le nombre de médecins en exercice, leurs âges, leur profession. On verra les spécialités, combien il y en a par spécialité. On verra beaucoup de choses sur les statistiques. Donc restez vraiment connectés. Je pense que ça va être une room très très riche. Ensuite, le troisième point, ça va être le point sur ce qu'on appelle les DIM, les DIM internationaux de médecine. C'est ce dont on va parler justement pour voir comment est-ce qu'ils peuvent accéder à la fonction de médecin. On va commencer la présentation. Donc, je salue tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Bonjour Mariam, Francesca Pierre, Aminata Mamadou, Amine, Stéphane, Sefedine et Wahab. Donc, bienvenue dans cette room. Donc, je vais me présenter. Ensuite, Isaac va se présenter et on va commencer le fil conducteur de la discussion. Donc, je me présente, je suis médecin. Je viens du Cameroun. Je suis né, j'ai grandi au Cameroun. J'ai travaillé avant d'arriver au Canada. J'ai travaillé en France. Donc, j'ai fait ma formation de médecin en France. Et puis, j'ai été un jour approché par les Canadiens pour venir travailler ici comme professeur sélectionné. On en parlera tout à l'heure. C'est une voie particulière, mais qui est un peu plus rare que les autres voies qu'on va voir. Et donc, depuis 10 ans maintenant, je suis arrivé en janvier 2011. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon numéro de pratique correspond à la date où je suis inscrit à l'Ordre des médecins, donc le 11 janvier 2011. Donc 11011, c'est le numéro de pratique. Donc je suis arrivé en 2011, donc ça va faire déjà bientôt 12 ans en janvier 2023. Et je travaille à l'hôpital Sainte-Justine. J'occupe les fonctions de médecin gastro-entérologue pédiatre. Et je suis aussi chercheur au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine. C'est un super centre qui est à côté de l'hôpital. C'est vraiment tout proche. On a juste une petite passerelle qui sépare la clinique de la recherche. Et puis, j'occupe aussi les fonctions de professeur à l'Université de Montréal. Donc, ça va faire déjà donc bientôt 12 ans que je suis là et ça se passe bien. J'aime bien le Québec. Donc, Isaac, qui es-tu? C'est difficile de se présenter après toi, docteur Paul. C'est drôle. Moi, je suis Isaac Makoné et puis je suis originaire aussi du Cameroun. J'ai fait ma médecine en Italie entre 2005 et 2013. Et après ça, j'ai travaillé un peu en Italie quelques années. J'ai pas fait de spécialisation là-bas. Donc, je travaillais dans la médecine générale, je dépannais les médecins de famille et puis je faisais ce qu'on appelle ici au Québec du sans rendez-vous. Pardon. Donc, après, en 2018, en septembre, j'ai décidé de faire le pas vers le Canada. Et donc, j'ai atterri au Québec. On n'est pas venu me chercher comme docteur après. Moi, j'ai fait le choix de venir affronter moi-même. Et puis, après 4 années entre examens et tout ce qu'il fallait faire, maintenant, je suis médecin résident en médecine familiale à l'Université de Laval. Donc, je vis à Québec depuis bientôt combien? 4 mois depuis le début de la résidence. Avant ça, j'étais à Montréal. Bon, pour compléter un peu, j'ai fait autre chose aussi depuis mon arrivée au Canada. Je suis instructeur de premiers soins pour cœur et AVC
Et puis, j'ai travaillé dans la santé, pour la santé publique de Montréal pendant la COVID. Donc, voilà un peu Génial. mon parcours. Génial, merci. Déjà, félicitations. Un, pour Merci. avoir osé, après avoir terminé tes études, venir faire d'autres études. On parlera tout à l'heure de ces étapes-là. Et deuxièmement, félicitations pour prendre de ton temps un beau samedi ensoleillé ici au Québec pour venir partager avec tous les jeunes frères qu'on voit dans la salle. Ils sont nombreux. Et ceux qui vont aussi écouter la room en replay. Parce que je rappelle pour tous ceux qui sont là, donc la room est enregistrée. Ça sera disponible en replay. Donc, je vais parler donc de ce que le Québec a à offrir au niveau du système de santé, ensuite du Collège des médecins et des étapes administratives. Et ensuite, Isaac nous donnera son témoignage. Donc, j'ai dans le document qui est au-dessus de nos têtes mis quelques lignes pour la discussion. Et au fur et à mesure que je discute, je mettrai les informations. Comme ça vous permettra aussi de vous y référer par la suite après la présentation. Donc, le Québec, c'est une des provinces canadiennes qui est très grande. Donc, la superficie, 1,7 million de kilomètres carrés. Donc, quand on parle de système de santé, on parle aussi d'accès aux soins. Donc, avec une grande superficie comme celle-ci, vous verrez, on en discutera. Ça fait donc appel à des besoins qui sont très, très variés, puisque le pays étant grand, la province étant grande, il faut pouvoir couvrir de différentes parties de cette province. Et c'est vraiment un enjeu majeur. La population est de 8 millions 600. Donc ça, c'est la population du Québec. Et par contre, il y a une autre grande ville au Québec qui est Montréal. Donc Montréal, c'est 2 millions d'habitants. Donc c'est vraiment la grosse ville au niveau du Québec. Ensuite, il y a Ottawa qui est la capitale. Il y a Québec, dont parlait tout à l'heure Isaac, qui sont d'autres villes importantes. Et puis à côté de ça, il y a certaines villes un peu plus en région. C'est pour ça que vous entendrez parler. Souvent, les médecins vont en région. C'est parce qu'il y a des hôpitaux qui ont des besoins importants un peu plus éloignés. Il y a par exemple des distances qu'on peut faire de 1000 km pour aller dans certains hôpitaux, par exemple en Gaspésie. On peut faire des 1500, 2000 km pour aller un peu plus au nord. Et tout ça, c'est un enjeu important lorsqu'on veut immigrer au Canada comme médecin. C'est de penser que ça peut être à ce niveau-là qu'on atterrit pour exercer la médecine. Donc la superficie est grande, très grande, donc c'est beaucoup plus grand que, par exemple, la France, c'est juste la province du Québec. La France, c'est 543 000 km², le Cameroun, 475 000 km², donc vous voyez tout de suite la grandeur de cette superficie. L'hiver est froid, est très long, ça peut atteindre de 5 à 6 mois, décembre jusqu'à avril parfois. Donc c'est un enjeu aussi important lorsqu'on immigre comme médecin, surtout pour ceux qui viennent d'Afrique, qui n'ont pas connu des hivers auparavant. Donc c'est un enjeu important, il faut bien se couvrir, bien se protéger pour éviter les engelures. Alors le système de santé québécois, on va parler de ça maintenant. C'est un système public essentiellement. Il y a très peu de cliniques ou de cabinets privés ou d'hôpitaux privés. C'est vraiment un système public. Ça veut dire que les soins sont gratuits, avec finalement une gratuité qui repose sur les impôts, puisque les Québécois payent des impôts et une partie part dans le système de santé. Et ces hôpitaux-là sont regroupés et les structures de soins, les maisons qu'on appelle les maisons de personnes âgées, qui offrent aussi des supports de santé, sont regroupés dans différents organismes. Il y a trois grands regroupements. Le premier, c'est ce qu'on appelle les CISS, Centres intégrés de santé et de services sociaux. Donc il y en a 13. Ensuite, le deuxième, c'est le CIUS, CUUSS. Donc c'est un acronyme qui veut dire Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Il y en a 9. Ensuite, il y a des établissements non fusionnés, donc qui ne font pas partie de ces regroupements. Un des exemples de ces établissements non fusionnés, c'est l'hôpital où je travaille, qui est complètement indépendant de ces fusions-là, l'hôpital Sainte-Justine. Donc il y en a quelques-uns comme ça qui ne font pas partie de ces regroupements, comme l'hôpital neurologique, l'hôpital Schreiner pour enfants, le CHUM aussi, qui est un établissement non fusionné. Donc c'est important d'avoir cela en tête parce que
lorsqu'on va voir comment le fonctionnement, l'attribution, les postes, on parlera peut-être dans les questions des répartitions des effectifs médicaux, tout ça. Les hôpitaux universitaires sont attachés aux quatre facultés de médecine du Québec. Donc les facultés sont les suivantes. L'Université de Montréal, celle à laquelle je suis affilié. L'Université McGill avec deux campus, un campus qui est à Montréal ici et un campus dans l'Outaouais. Ensuite, l'Université de Sherbrooke avec deux campus, un dans la ville de Sherbrooke et un autre à Saguenay. Et puis finalement, l'Université de Laval à Québec. Donc chacune de ces universités va avoir plusieurs hôpitaux dans lesquels les étudiants vont faire leur stage. À côté de ces hôpitaux attachés aux universités, il y a des hôpitaux régionaux qui accueillent aussi les stages des étudiants, parfois sous format de contrat, des ententes. Au niveau proximité, donc ça c'est le système de soins des hôpitaux qui est considéré comme tertiaire ou quaternaire. Par exemple, l'hôpital Sainte-Justine, c'est un hôpital quaternaire puisqu'on fait des soins médicaux qui vont jusqu'à la transplantation. Donc ce sont des technicités très complexes. Donc à l'autre bout du spectre de soins, il y a ce qu'on appelle les CLSC qui en France ou au Cameroun ou dans d'autres pays en Afrique sont l'équivalent peut-être des dispensaires, les PMI, donc les centres de proximité. Donc les CLSC sont effectivement multiples, étendus dans le territoire. C'est un acronyme pour dire Centres locaux de services communautaires. Donc ces centres-là vont accueillir des personnes pour des vaccins, pour des prises de sang, pour certaines analyses, etc. Donc les patients, lorsqu'ils ont un problème de santé, devraient en premier lieu se tourner vers leur médecin de famille. Sauf qu'au Québec, il y a un gros défi d'accès aux médecins de famille depuis de nombreuses années, qui est connu, qui est en réflexion. Il y a eu des changements pour essayer d'améliorer les choses. L'un des gros changements récents, il y a quelques années, et qui continue encore, c'est l'augmentation du nombre d'étudiants en première année. Donc, les personnes qui ont des problèmes de santé devraient en premier lieu se tourner vers le médecin de famille. Ensuite, il y a le deuxième niveau, ce sont les médecins spécialistes qui ne voient pas directement les patients, mais doivent voir les patients après une référence. Donc, pour qu'un spécialiste voit un patient, il faut que ce soit un médecin de famille qui le réfère ou un autre spécialiste, par exemple. Donc, les spécialistes sont la plupart du temps dans les hôpitaux universitaires. Quelques-uns sont en exercice privé parce que là, comme je disais tout à l'heure, la médecine est un système public, mais il y a certains médecins qui ont fait le parti d'être complètement désengagés. Donc, on appelle les médecins désengagés ou des médecins non participants. Donc, c'est deux types de systèmes. Les spécialistes sont dans des hôpitaux universitaires, vont voir les patients et ensuite planifier les opérations, les soins, les examens qui peuvent se faire soit à l'hôpital, soit dans les CLSC. Et puis le suivi se fait en clinique ambulatoire, etc. Il y a aussi beaucoup de soins qui se font à domicile. Par exemple, des techniques comme ce qu'on appelle la nutrition parentérale, ça peut se faire à domicile. Donc ça, c'est un peu le portrait global. Est-ce que Isaac, ce portrait-là, en arrivant, tu avais déjà ça ou c'est sur le territoire que tu as vu un peu ce portrait, juste pour cet aspect-là? Ce portrait-là, je ne le connaissais pas comme ça. Je l'ai appris ici, arrivant ici, et je continue de l'apprendre même maintenant que je suis en résidence. Mhm, Cette mhm. Donc, façon de fonctionner là. ouais, c'est quand même complexe et c'est important de le comprendre parce que comme médecin, on doit savoir les circuits de soins, pouvoir participer à ça et c'est très important. Donc, c'est le premier point sur le système de santé que je voulais donner. Le deuxième point, c'est l'assurance maladie. Au Québec, le régime d'assurance maladie, c'est lui qui permet de couvrir les soins, puisque les patients ont une carte qu'on appelle la carte Soleil qu'ils présentent à l'hôpital. Et ensuite, l'hôpital leur fait une carte d'hôpital et c'est avec cette façon de procéder que le soin est gratuit. Si quelqu'un vient d'un pays, mettons un visiteur qui arrive au Québec, qui n'a pas d'assurance maladie de carte soleil, à ce moment-là, les soins lui seront facturés directement et à ce moment-là, il va débourser des sommes qui peuvent être très élevées. Si on prend le coût, par exemple, d'un accouchement, ça peut être très, très coûteux. Un séjour en réanimation, en soins intensifs, ça peut être très coûteux. Donc,
l'assurance maladie permet donc de rembourser les soins. Et donc les médecins sont payés par cette RAMQ-là. Donc notre salaire est versé par la RAMQ en dehors du rare cas des médecins non participants ou les médecins désengagés qui, dans les deux cas, peuvent être payés par les patients directement. Nous, on est payé par la RAMQ, qu'on soit dans un hôpital ou dans un cabinet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre chose, quand on arrive comme immigrant, surtout lorsqu'on a travaillé longtemps ailleurs, et ça c'est une des choses qui a été très difficile pour moi en arrivant, c'est qu'il faut apprendre à collecter des données des patients pour envoyer pour la facturation. Donc même étant dans un hôpital, les actes qu'on fait, il faut pouvoir à ce moment-là mettre sur un document et ensuite à la fin de la semaine ou toutes les 2 semaines, on envoie à la RAMQ. Mais cet envoi-là, la plupart du temps, doit être structuré. C'est pour ça qu'il y a des compagnies de facturation qui font la tâche de faire cet envoi parce que c'est quand même time consuming, ça prend beaucoup de temps. Donc pour moi, ayant travaillé en France comme médecin hospitalier, salarié, à la fin du mois on avait un salaire, c'était très difficile parce que tous les actes, il faut y penser. Tu fais ta visite, tu fais ta tournée le matin, tu vois le patient, il faut noter. Tu le revois en fin de journée, il faut noter. On t'appelle la nuit, il faut noter. Tu fais une endoscopie, il faut noter. Et les codes sont différents selon la semaine, le week-end, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit pouvoir s'habituer. Je ne sais pas, Isaac, comment tu as vu ce système-là pour l'instant comme résident? Peut-être c'est pas encore très marqué pour ton esprit pour la facturation. Pour l'instant, comme résident, oui, je vois ça passer. À chaque fois qu'il y a un acte, il faut noter, il faut que le patron soit au courant et tout, parce que Mhm. ça sert pour sa facturation. Et je trouve ça vraiment une façon, en effet, vraiment qui ajoute de la complexité, parce que pour un médecin qui doit travailler en pensant à tout ce qu'il fait pour à noter, c'est pas évident. Heureusement qu'il y a des compagnies qui s'en occupent pour une bonne partie, mais ça ajoute une petite charge de travail quand même, il faut le dire. Et ce qui est important là, c'est qu'il faut connaître les codes parce qu'il y a des contrôles. Donc, la RAMQ, de temps en temps, fait des contrôles en facturation et ils peuvent saisir un échantillon des actes qui ont été facturés et vous demander de fournir des preuves que vous avez vraiment fait ce soin-là. Et Ah, ça s'est vu, par exemple, dans le contexte de la pandémie où il y a eu beaucoup de télémédecine. Et lorsqu'on parle de télémédecine, on parle aussi de traçabilité de la consultation, donc la durée aussi. Donc toutes ces choses-là doivent être notées. Et donc ça renvoie à une autre complexité qui est très différente lorsqu'on est formé ailleurs. C'est la notion de noter dans le dossier des informations, par exemple, sur l'acte qui a été donné, le lieu, la modalité. Et je reviens sur ce contexte de pandémie, c'était très difficile au début parce que la télémédecine n'était pas encore très répandue. C'était utilisé parfois, mais c'était pas aussi répandu que ça a été pendant. On est passé quasiment à 80% de télémédecine pendant une période, surtout après le confinement. 80% en télémédecine, 20% en présentiel. Et tout ça, il fallait des codes de facturation différents. Et c'est des choses que les compagnies de facturation nous accompagnent. Donc, chaque mois, on envoie la pile d'informations de nos actes et c'est comme ça que le salaire est versé sur les différents comptes médicaux. Donc, c'est un point que je voulais souligner qui est vraiment important. non, c'est important, mais c'est important de comprendre. Bon, comme je ne facture pas encore. C'est ça. Merci à Marlin qui a précisé donc RAMQ, donc la Régie d'assurance maladie du Québec. Et donc au Canada, une des choses aussi que j'ai oublié de mentionner en préambule, la santé est gérée une grande partie par chaque province. Et dans chaque province, il y a une régie d'assurance maladie dont l'appellation change. Donc si on va en Ontario, ça s'appellera différemment. Si on va en Alberta, etc. Donc merci beaucoup pour ça. Ensuite, le point que je voulais préciser aussi comme patient, mais aussi comme médecin, il y a la notion de dossier médical qui est aussi différent. Donc le Québec a beaucoup travaillé ces dernières années parce qu'il y avait un retard important de l'informatisation pour essayer de faciliter l'accès à des dossiers informatisés dans les hôpitaux, mais aussi le partage d'informations. Et donc il y a eu depuis quelques années ce qu'on appelle le DSQ, l'acronyme c'est le Dossier Santé Québec, qui est en fait une version médicale d'un partage d'informations
que les patients ont. Ce sont des informations qui concernent par exemple les examens, les radiographies, les prises de sang, les médicaments, etc. Donc ça, c'est le dossier Santé Québec. À côté de ça, il y a le carnet Santé Québec qui, cette fois-ci, ce sont les patients qui ont accès eux-mêmes à leurs propres informations. Donc, est-ce que, Isaac, tu as déjà eu accès à ta clé DSQ? Oui, dès le départ, on m'a remis ma clé DSQ. Exactement. Donc, le principe, pour ceux qui nous écoutent, la clé, c'est comme une clé USB qui permet, en se connectant sur un ordi, d'accéder à un serveur et de pouvoir protéger les informations. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a votre mot de passe de connexion sur le logiciel, mais qui n'a pas la clé, il ne pourra pas accéder. Donc, il faut vraiment qu'il ait les deux choses pour pouvoir accéder. Et avec ça, on accède à toutes les informations. Et donc, ça renvoie à une chose capitale aussi, parce qu'il y a des médecins qui se sont fait taper sur les doigts. Vous n'avez pas le droit d'aller fouiner dans les dossiers de personnes que vous ne suivez pas directement. Et donc, c'est quelque chose qui est tracé. Donc, tous les accès au DSQ. Donc, si un collègue, un ami vous dit est-ce que tu peux me regarder tel résultat, c'est des choses qui peuvent être préjudiciables. Donc, l'accès au dossier médical est protégé et suivi, tracé. Donc, ça, c'est important. Donc, dans le document qui est au-dessus de nos têtes, à chaque fois qu'on avance, je mets les liens de ces informations. Par exemple, pour le carnet Santé Québec, même en tant que médecin, il faut pouvoir que vous créez, parce que comme médecin, tu n'as pas le droit d'aller voir ton dossier dans le DSQ. Donc, Isaac, il faut que tu passes par le carnet Santé Québec. Donc, je ne sais pas si tu as déjà créé ton accès carnet Santé Québec, mais c'est J'ai important. j'ai perdu mon médecin, j'ai tout perdu. Je suis un médecin, mais qui n'est pas suivi. J'ai pas de carnet Santé Québec pour C'est l'instant. ça. Heureusement que Tu je peux te suis, connecter sur le site pour activer parce que le carnet santé, te connectes et la RAMQ t'envoie un code d'accès et tu peux avoir accès à tes résultats, mais en passant par ce biais-là, pas par le DSQ. Parce que comme merci. médecin, on n'a pas le droit ni de se faire une ordonnance, ni de regarder ses examens, etc. Donc il faut passer plutôt par le DSQ. Le carnet Santé Québec. Le carnet D'accord, ça santé c'est. Québec. Moi, je savais pas ça. C'est important pour moi de savoir que ça existe. Je vais faire ça. Avoir un carnet Exactement, Santé Québec. tout à fait. Et dans Merci. ceux qui sont dans la salle, je regarde Marlin, je regarde d'autres qui sont au Québec. Bonjour Ange. Est-ce que vous avez aussi accès au carnet Santé Québec? Est-ce que vous avez activé votre accès? Vous pouvez le dire dans la boîte de chat. Et puis éventuellement, si vous voulez monter aussi en stage, n'hésitez pas, vous pouvez monter, partager. Donc, c'est deux choses qui permettent de faciliter la transmission d'informations. Chaque hôpital a un dossier électronique, plus ou moins papier, puisque la numérisation est assez récente. Et avec le DSQ, on peut accéder aux bilans qui sont faits même à 1000 km d'ici. Donc, c'est quand même assez pratique. Alors, les médecins du Québec sont différents types de spécialités parce que maintenant la médecine familiale est considérée comme une spécialité. Donc, les médecins familiaux, qu'on appelle ailleurs les médecins généralistes, et les médecins spécialistes. Donc, pour pouvoir en avoir un, comme mentionné tout à l'heure Isaac, il faut s'inscrire à un guichet. Donc, pour avoir accès à un médecin de famille, il y a un guichet qu'on appelle le guichet d'accès à un médecin de famille. Donc, il faut avoir plus de 14 ans, ne pas avoir déjà un médecin de famille disponible, et puis avoir une carte d'assurance maladie et demeurer au Québec. Et donc, ça, c'est important. Donc, je vous mettrai aussi dans le document au-dessus de nos têtes le lien pour le guichet d'accès, parce que les temps d'attente peuvent être longs, et j'ai encore des gens, des personnes qui sont immigrantes, même étant des médecins ou des soignants, qui ne se sont pas inscrits. Et comme on vient de le dire à l'instant, il faut aussi penser qu'on est des potentiels malades. Il ne faut pas penser qu'on est médecin, on est protégé de tout. Donc inscrivez-vous dès que vous arrivez sur le guichet d'accès aux médecins de famille et à ce moment-là, on va vous en attribuer un. Ensuite, on va maintenant passer au deuxième point. À moins qu'il y ait des commentaires sur le système de santé, on va passer au point sur le collège des médecins. Je regarde dans la boîte des chats en même temps que ça se passe. Donc, Marlin a accès à son dossier, à son carnet santé Québec pour voir les résultats des prises de sang, c'est super. Ange va le faire bientôt. Pierre-Patrick ne l'a pas fait, il va le faire aussi bientôt. C'est important d'y penser.
et aussi de le faire pour votre famille aussi, parce que chaque personne de la famille doit s'inscrire individuellement. Donc, on va donc continuer. Bienvenue à tous ceux qui se sont joints en cours de route. Donc, le document au-dessus de nos têtes, c'est le fil conducteur. On vient de voir le premier point de la discussion, le système de santé québécois, les grandes lignes. Maintenant, on va parler du Collège des médecins du Québec. Donc, le Collège des médecins a fêté ses 175 ans cette année. Et en plus, ils ont eu des nouveaux membres du conseil d'administration qui ont été élus tout récemment. Donc, c'est un organisme qui est très grand, qui a beaucoup de missions et qui a comme principale mission de protéger le public tout en offrant une médecine de qualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surveiller la pratique de la médecine, faire des recommandations pour améliorer la pratique, recevoir et traiter les plaintes du public, parce que parfois les gens se plaignent qu'ils n'ont pas été bien soignés. Donc, c'est le Collège des médecins qui reçoit ces plaintes. Collaborer avec d'autres professionnels pour maximiser le déploiement des services de santé offerts aux Québécois, élaborer des guides de pratique, des lignes directrices, il y en a plusieurs. Prendre position, donc souvent le Collège des médecins va prendre position dans les médias sur différents sujets, etc. Et puis aussi assurer, faire la promotion du maintien de compétences des médecins. Donc ça, c'est une mission très importante et c'est ça qui va nous occuper dans le reste de la présentation parce qu'ils vont devoir, dans cette mission, vérifier la compétence des futurs médecins, leur aptitude à exercer la médecine. Ils vont délivrer les permis d'exercice. Ils vont contrôler l'exercice illégal parce que ça se fait, ça se voit, des pratiques illégales. Donc c'est leur mission de faire ce contrôle-là. Et pour faire cela, donc ils ont toute une équipe avec laquelle ils travaillent. Ils ont des comités et puis il y a en particulier une division qui est sur l'exercice de la médecine. Et c'est cette division-là qui focalise vraiment sur ce dont on va discuter. Mais avant d'entrer dans la discussion sur comment venir travailler comme médecin, je vais vous donner quelques statistiques. Alors, en 2022, à l'heure où on se parle, à l'instant même, il y a 25 506 médecins qui sont inscrits à l'ordre. Parmi ces 25 506, il y a 22 576 qui sont actifs et, retenez bien, 5 319, ça représente 21%, ont plus de 60 ans. Et donc ça, c'est une information importante. Donc 5 319, ça fait 21% de médecins actifs ont plus de 60 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire, mon cher Isaac? Ça m'inspire qu'il y a beaucoup de travail pour moi qui m'attend. Exactement, parce que c'est les départs à la retraite bientôt. Et c'est sûr que ici, une des particularités, c'est qu'il n'y a pas d'âge maximal pour faire la médecine. Tant qu'on a la capacité cognitive, on peut exercer. Par contre, la particularité, c'est que dans les hôpitaux, on doit à un moment donné laisser son poste qu'on appelle le PREM. On pourra venir sur les PREM. Mais ça veut dire aussi que il y a des médecins qui peuvent continuer jusqu'à 80 ans, 90 ans. J'en ai un avec qui j'ai travaillé dans mon hôpital quand je suis arrivé. C'était un médecin gastro-entérologue. Il a travaillé très longtemps jusqu'à s'arrêter. Et dans les données actuelles de l'ordre des médecins, le plus âgé, je pense qu'il a 91 ans, qu'il est inscrit au collège de l'ordre des médecins. Donc, cette démographie-là est importante à avoir en tête lorsque vous pensez venir travailler. Et sur les données, par exemple, au 31 décembre 2021, les diplômés, il y avait 22 395 qui étaient diplômés du Canada, incluant le Québec, 116 qui étaient diplômés des États-Unis et 2665 qui étaient des diplômés internationaux de médecine. Ça représente un peu plus de 10%. Donc c'est quand même assez important d'avoir cette information-là. Donc Ange qui dit, je connais un qui a 78 ans et plus en forme que moi. Effectivement, c'est sûr qu'à partir d'un certain âge, on ralentit. J'ai certains médecins à partir de 65 ans vont faire peut-être 2 journées par semaine. Mais c'est possible, puisqu'on facture directement à la RAMQ, de continuer à faire cette activité-là. Et ce n'est pas quelque chose euh, qui est mal vu. Voilà, c'est ça. Alors, lorsque j'ai fait le calcul sur le ratio, et je vais vous mettre le lien tout à l'heure des comparaisons à l'échelle mondiale, le ratio de nombre de médecins sur le nombre d'habitants, au Québec, il y a 8,6 millions, et il y a donc 22 576 inscrits.
Donc ça fait un ratio de 2,6 médecins pour 1000 habitants. Donc à l'échelle mondiale, il y a un site que je vais vous mettre le lien dans quelques instants dans le document. Tous les liens, je vous le mets dans le document. C'est le site de la Banque mondiale. C'est un site qui montre qu'à l'échelle mondiale, globalement, le ratio, c'est 1,8 pour 1000 habitants. Donc, c'est le ratio global. Par contre, il y a des pays avec des ratios très élevés. Selon vous, vous pouvez écrire dans la boîte des chats quel est le pays le plus élevé. En fait, c'est Cuba, 8,4 pour 1000 habitants. Ensuite, l'Italie, hein, Isaac, Italie, 8 pour 1000 habitants. Je ne sais pas Mm. si ça se sentait dans le pays quand tu étais. Non, ça ne se sent pas trop parce que Mhm, il y a quand même, ils ont quand même une bonne disponibilité de médecins et l'accès au système de santé aussi beaucoup plus facile. Donc, mhm. euh, le système de santé italien se porte quand même bien relativement C'est ça. Donc, à d'autres pays. c'est ça, le ratio nombre de médecins par habitant est l'un des plus élevés. C'est le deuxième après Cuba. Donc, ça veut dire que l'accès est très facilité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, il y a Monaco, 7,5 pour 1000. La France arrive en cinquième position, 6,5 pour 1000. Et puis, il y a plein d'autres pays par la suite. Donc, ça, c'est le ratio pour le Québec, donc 2,6 pour 1000. Donc, c'est pas très élevé, c'est plutôt proche des ratios bas. Ce qui explique qu'il y a eu une augmentation de l'ouverture des accès en médecine, et je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, parmi tous les médecins inscrits actuellement, donc au jour d'aujourd'hui, 54% ce sont des femmes, 45% des hommes. La langue majoritaire des personnes, c'est le français. Donc, vous vous souvenez qu'au Québec, le français, c'est la langue officielle. Et parmi les médecins inscrits, 85% c'est la langue de correspondance majoritaire. Mais je dirais que quasiment 100% ou 99% des médecins sont assez à l'aise avec l'anglais. Donc, ça veut dire quand même que la proportion qui parle uniquement anglais est assez faible. Donc, la médecine familiale représente 47% de l'ensemble des médecins, les spécialistes 51%. Et puis tout à l'heure, on va parler des types de permis, mais déjà pour vous donner une idée, il y a trois types de permis, le permis régulier, le permis restrictif et le permis temporaire. Donc 98% ont un permis régulier, 1,5% un permis restrictif et 0,3% un permis temporaire. Mais on va en parler tout à l'heure en détail pour voir quelle est la différence entre ces différents permis. Alors, quels sont les top 10 des spécialités en nombre de médecins les plus importants? En premier lieu, c'est la médecine de famille, plus de 10 000 médecins de famille au Québec. Ensuite, la médecine interne, 2279. Ensuite, la psychiatrie. Après la pédiatrie, 931. L'anesthésie, 842. Radiologie, 718. Chirurgie générale, 675. Obstétrique, 598. Cardiologie, 506. Et puis, médecine interne générale 442. Donc ça, c'est les top 10. Et au bas du tableau, les 10 spécialités les moins fournies, on va dire, qui sont les plus faibles. Donc médecine du travail, donc il y a 31. Euh, Oncologie gynécologique 31, chirurgie cardiaque 29, chirurgie colorectale 28, chirurgie thoracique, médecine de l'adolescence, chirurgie pédiatrique, il y en a 19, pédiatrie du développement 14. Donc, ça, ce sont les spécialités qui sont les moins denses. Mais au total, l'ensemble des spécialités qui est reconnu et validé par le Collège du médecin, c'est 60 spécialités. Et ces différentes spécialités, je vais vous les mettre aussi dans le document, comme ça vous verrez. Ça va de l'anatomopathologie jusqu'à la psychiatrie, la radio-oncologie, etc. Et dans le document que je vais vous mettre, vous verrez, il y a aussi les formation en termes de nombre de mois de formation. Il y a des spécialités qui vont jusqu'à 7 ans de formation après avoir fait les études médicales du premier cycle. Donc la chirurgie thoracique, par exemple, ça va jusqu'à 96 mois de formation. D'autres, comme la pédiatrie, c'est 4 ans, donc c'est un peu moins long. Donc ça varie beaucoup, beaucoup selon les spécialités. Euh,
Les voies d'accès maintenant. Les voies d'accès, on a deux voies d'accès pour avoir l'inscription à l'ordre des médecins. Donc la première voie, c'est ce qu'on appelle le permis restrictif et la deuxième voie, le permis régulier. Le permis restrictif, lui, c'est un permis qui est limité soit en temps, en durée, soit en lieu géographique, soit les deux. La plupart du temps, c'est les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura, par exemple, le droit d'exercer la spécialité pour une durée d'un an. Habituellement, on renouvelle tous les ans. Et avec une localisation uniquement dans tel hôpital. Donc ça, c'est un exemple de restriction. Donc, docteur Jean-Michel peut faire la neurologie à l'hôpital de Verdun, par exemple. Donc, à ce moment-là, on sait que son permis restrictif l'empêche d'aller travailler ailleurs et chaque année, il doit renouveler. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Validité pour un an renouvelable. Et puis, le deuxième type de permis, c'est le permis régulier, qui est délivré la plupart du temps à la fin de la formation d'un résident qui a effectué tous ses stages. Souvent, c'est lorsqu'on a fait la formation classique ici au Québec, ou lorsqu'après avoir fait 5 années de permis restrictif, on est éligible pour faire la demande de permis régulier. Et ça, c'est une demande différente à faire. Et ça prend des documents différents. Alors, qui peut avoir un permis restrictif? Donc, il y en a différentes catégories. La première catégorie, c'est celle que j'ai eue, c'est des catégories très limitées. C'est ce qu'on appelle professeur sélectionné. Donc, cette catégorie est établie par différentes universités où on va avoir besoin d'un médecin en particulier. On va aller lui faire une offre, le sélectionner pour venir remplir un poste. Et en général, avec ce permis-là, on vient, on travaille directement. Donc, je suis arrivé, comme je disais, au 1er janvier. J'ai eu mon permis le 11 et puis le 12, j'étais déjà en train de travailler. Donc, ça, c'est le permis restrictif pour professeurs sélectionnés. C'est très rare, il y en a peu par an. Je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 l'année passée. Donc, c'est vraiment très peu. Ensuite, le permis restrictif pour médecins cliniciens. Donc, c'est des permis délivrés à des médecins recrutés par un établissement en région non universitaire pour combler des besoins précis. Et c'est un peu la filière pour la plupart des diplômés internationaux après avoir passé toutes les étapes des examens. Ensuite, il y a un cas particulier pour ceux qui sont formés en France. Il y a une entente qu'on appelle ARM, donc c'est une entente entre le Québec et la France qui permet de délivrer des diplômes pour les personnes qui ont fait non seulement leurs études en France, mais aussi eu leur diplôme en France, fait leur spécialisation en France. Donc c'est un arrangement qu'ils appellent ARM, arrangement de reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que c'est bilatéral. Donc si un jour quelqu'un qui est au Québec décide d'aller en France, il bénéficiera aussi de cet arrangement. Et puis, finalement, il y a une quatrième possibilité de permis restrictif. Ce sont des résidents qui viennent de terminer, qu'on leur délivre pour qu'ils puissent faire des actes médicaux. Et ça a été par exemple le cas avec la pandémie où il y avait des besoins importants et on a pu délivrer comme ça des permis restrictifs qui permettaient à ces résidents de faire certains actes et c'est quand même utile. Donc ça, c'est le permis restrictif. Et finalement, un permis qui s'appelle permis temporaire, qui est très, très peu délivré. C'est un permis qui permet à des personnes, surtout lorsqu'il y a une connaissance limitée de la langue française. Donc c'est valable un an et on peut renouveler 3 fois. Donc ça permet à la personne de s'améliorer sa langue française et puis d'être à l'aise. Donc, n'hésitez pas, hein, si jamais il y a des questions dans le chat, vous pouvez les poser et on pourra y répondre. Alors maintenant, on va parler de diplômés internationaux. Donc, la plupart des personnes qui veulent venir ici, c'est des personnes qui ont déjà eu un diplôme de médecin à l'étranger. Quelques-uns ont eu leur fin d'études secondaires, on appelle ça baccalauréat au Cameroun en France, et veulent venir faire médecine. Et à ce moment-là, ils font leur demande directement aux universités. Il y a les 4 universités dont je parlais. Et ça, c'est le circuit habituel de formation universitaire. Mais pour les diplômés internationaux qui ont déjà eu un diplôme dans leur pays, soit des médecins spécialistes, soit des médecins généralistes, donc ils peuvent arriver au Québec par les deux voies dont j'ai parlé,
soit par la voie des permis réguliers, soit par la voie des permis restrictifs. Donc la voie des permis réguliers, ça demandera plusieurs étapes. La première étape, c'est demander que son diplôme soit reconnu. Donc ça, c'est une demande qui doit être faite auprès du Collège des médecins du Québec. Par exemple, en 2021-2022, il y a eu 265 nouvelles demandes de reconnaissance du diplôme. Ensuite, il faut passer deux examens, donc l'examen du Conseil médical du Canada. Donc on va en parler tout à l'heure en détail de ces examens. Ensuite, il faut avoir la reconnaissance de l'équivalence du diplôme suite à la réussite des examens. Et ça, c'est le Collège des médecins qui, habituellement, en 24-48 heures, fait cette reconnaissance. Donc, sur les 265 personnes qui ont fait la demande, il y a 247 qui ont eu la reconnaissance de l'équivalence de leur diplôme. C'est pas mal, c'est vraiment une bonne chose. À savoir que pour ça, il faut parfois des étapes de vérification. Donc, on va à la source vérifier parce qu'il y a des fraudes qui se font. Il y a des personnes qui peuvent dire qu'ils ont un diplôme d'une université où ils n'ont jamais étudié. Donc, il y a des vérifications qui se font. Ensuite, il y a donc l'étape d'admission dans une faculté de médecine. Donc, les quatre facultés dont je parlais là. Il faut passer par un organisme qu'on appelle le Bureau de coopération universitaire, interuniversitaire. Et puis, faire donc la formation dans ces facultés-là. Donc, et cette formation-là va inclure aussi des examens, notamment l'examen du Collège royal ou l'examen du Collège des médecins de famille. Et lorsqu'on a ces examens réussis, on a le permis qui est délivré, donc le permis régulier qui est délivré. Et quand je disais admission des facultés de médecine, ça veut dire que la plupart du temps, on doit recommencer peut-être au niveau de l'externat, par exemple. Et donc ça, c'est une voie qui est assez longue, puisque imaginez que vous recommencez à l'externat, vous avancez, alors que vous étiez déjà chirurgien dans votre pays. Ça fait quand même beaucoup d'écoles encore. Sauf qu'à la fin, vous avez votre permis régulier directement. Et sur la cohorte de 265 de départ, il y a eu 64 délivrances de permis donc en 2021-2022. C'est quand même pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est la voie du permis restrictif, où à ce moment-là, il faut faire la demande au Collège des médecins du Québec. Donc, il y en a eu 97 en 2020-2021. Ensuite, il y a une commission qui va se réunir, notamment pour le cas des professeurs sélectionnés. Il y en a eu trois. Mais sinon, à part les sélectionnés, il y a les ARM, donc entente de reconnaissance mutuelle avec la France. Et puis, finalement, les médecins qui ont un diplôme non France qui vont passer plusieurs étapes. Et ces étapes-là vont ensuite donner lieu à un permis restrictif. Donc, on va entrer en détail dans les différentes étapes avec Isaac tout à l'heure, mais je voulais déjà vous donner quelques statistiques pour les diplômés internationaux en médecine. Donc, en 2017-2018, parmi tous les permis délivrés, c'était 10,9%. Et en 2021-2022, c'est 12%. Donc, l'année 2020-2021, il y a eu une lune des miel, c'est monté jusqu'à 17,5% des permis délivrés. Donc, c'était quand même pas mal. Ça représente un nombre absolu, un chiffre autour de la centaine. Retenez autour de la centaine de diplômés internationaux chaque année qui ont un permis délivré. Et donc, pour avoir ces étapes-là, il faut passer par beaucoup, beaucoup de jalons. Et je vais maintenant poser la question à Isaac. Comment tu as fait? Par où t'es commencé? T'as commencé. Bon, c'est simple à expliquer parce que j'avais pas tous les détails que tu viens d'expliquer là. C'est très bénéfique de savoir certaines statistiques et tout, Mhm, mais je suis pas un gars des statistiques, donc il y a des choses que je n'avais pas regardées avant de venir au Québec. J'ai été mhm, juste poussé. Je me suis dit, je vais venir et puis je viens. mhm, Ça m'a pris beaucoup d'années de réfléchir, comme tout le monde, je pense. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je lâche tout ici en Italie? Je vais au Canada? C'était très difficile à prendre comme décision, mais un matin, je l'ai prise et puis j'ai avancé.
Mhm. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je savais, quand j'ai pris la décision de venir, quand j'ai arrêté de regarder dans les forums décourageants, parce que je sais qu'il y a beaucoup de forums décourageants en ligne qui vont dire, mais là, ils vont donner beaucoup de statistiques, ils vont vous dire, ne tentez pas votre chance, c'est une perte de temps. Moi aussi, j'ai regardé tous ces forums. Première étape, on commence par envoyer ses diplômes à InscriptionMed. InscriptionMed, c'est un site où tous les diplômés internationaux doivent envoyer leur diplôme pour une reconnaissance à la source. Ça veut dire qu'ils vont venir, ils vont prendre vous allez envoyer votre diplôme et ils vont faire une vérification à la source que le diplôme soit vraiment un diplôme, comment on peut dire ça, original, que ce soit Authentique. pas authentique, que ce soit pas une contrefaçon, que vous ayez vraiment étudié dans cette université-là. Donc, ça, c'est la toute première étape qu'il faut faire avant même de penser à faire les examens. Donc, peut-être que les choses ont changé maintenant dans le souci d'accélérer les choses parce que, comme on voyait tantôt avec tes statistiques, il y a un bon le Canada et le Québec en particulier veut améliorer son système de santé. Donc, on veut passer de ce 2,5 médecins pour 2,6 médecins pour 1000 habitants à peut-être 10. Donc, ils sont dans cette voie-là et c'est bénéfique pour on peut qu'en profiter, nous aussi, les diplômés internationaux. Donc, après cette étape-là, quand le site InstructionMed a vérifié votre diplôme, ils vont vous dire, OK, on a vérifié tout votre diplôme, il est authentique. La prochaine étape, c'est en ce moment-là, vous pouvez postuler vous pouvez vous inscrire pour faire les examens. Parce que l'inscription aux examens aussi, ça se fait c'est toujours à travers le site et celui du CMC. On n'a pas parlé du CMC. Le CMC, c'est le Conseil médical du Canada. C'est lui qui coiffe tout le Canada. Donc, quand vous êtes diplômé international, ce sont eux qui s'arrangent à vérifier que vous avez les connaissances suffisantes pour pouvoir exercer la médecine au Canada. Donc, les examens dont on va parler, ce sont eux qui sont comme chargés d'organiser ces examens-là pour tester votre niveau de connaissance. Il y a le site du CMC, CMC Canada en français et en anglais, avec beaucoup d'informations que vous pouvez regarder. Donc, une fois il y a deux examens qui vous attendent. Avant, c'était trois. Maintenant, c'est rendu à deux avant de pouvoir postuler. Le premier, à l'époque, c'était le II qu'on a enlevé. Maintenant, il reste le Q1 ou le EAMCC1, quelque chose comme ça. Les Oui, sigles là, c'est ou exactement. LMCC1. Ouais, Ceux qui préparent les examens savent de ce que je vais dire. exactement, c'est le EACMC1, puisque le EACMC2 a A été, été avec la pandémie, ils ont arrêté de le faire et ils ont changé un petit peu d'accord, cette... mais avant, juste pour ne pas se mélanger, le 2, c'était pour quelqu'un qui a terminé sa médecine. Et Mhm, puis, comme par exemple, moi qui suis résident maintenant, quand je vais terminer, il fallait le passer avant d'obtenir un permis d'exercice. Maintenant, ce n'est plus, on l'a enlevé, donc on peut obtenir un permis d'exercice. On n'a plus besoin de passer cet examen-là. Il suffira de faire juste l'examen du Collège des médecins de famille. Et là, tu auras ton permis. Alors qu'avant, il fallait faire l'examen du médecin, du Collège des médecins de famille et le EAMCC2 pour mhm, pouvoir exercer. Donc mhm. maintenant, pour postuler, c'était toujours de passer d'abord le Q1 et puis l'Écosse, les deux examens qui sont encore là jusqu'à présent. C'est ça. Et On va puis peut-être expliquer aux gens que l'Écosse, c'est un examen clinique objectif structuré. Et peut-être on peut en parler ouais, un je vais peu. entrer un peu dans les détails par rapport à Parfait. deux. Aujourd'hui, l'ordre de passage des deux examens n'est plus important. On peut commencer par celui avec lequel on se sent plus à l'aise, on est plus préparé. Un, c'est un examen de vos connaissances médicales, mais les connaissances médicales pratiques, c'est plus l'anatomie, c'est plus la physio, mais c'est vraiment le raisonnement clinique, comment vous procédez avec la résolution de votre raisonnement clinique, les situations cliniques que vous pouvez rencontrer. C'est le Q1. C'est un examen d'une journée, on peut dire ça comme ça, avec deux parties. La première partie, c'est le matin, ça comporte des QCM. Vous êtes à votre ordinateur, ça se fait à l'ordinateur.
toute la matinée pendant 4 heures. Vous avez un bon nombre de questions à répondre, qui sont des choix multiples. Et puis l'après-midi, c'est un 3 heures et demie ou 3 heures, si j'ai bonne mémoire, où vous allez écrire un peu et puis répondre faire certains choix aussi. Mais ça sera plus des choix comme les QCM avec 5 propositions pour chaque question, mais vous pouvez avoir comme 18 propositions parfois une situation clinique où vous allez choisir plusieurs choix. Donc, ça ressemble au QCM, mais c'est pas trop ça. En plus de ça, il faut taper des réponses aussi, parfois à votre démarche. Qu'est-ce que vous allez faire pour telle situation? Vous allez devoir écrire votre réponse. Euh, voilà un peu la forme de l'examen. L'examen en soi, en termes de difficulté d'examen, c'est pas les connaissances médicales qui peuvent beaucoup poser problème selon ce que je peux penser. C'est surtout parfois la façon dont l'examen est fait. On n'est pas souvent habitué à s'asseoir 4 heures pour répondre à des QCM. Parfois, après 1 heure, on est fatigué. Ça prend l'entraînement pour rester 4 heures devant l'ordi. La façon aussi d'écrire nos réponses, on n'est pas souvent habitué à devoir écrire notre démarche clinique. On sait beaucoup de choses parfois, mais les mettre sur papier, c'est la façon de les mettre aussi compte. Donc, pour ceux qui veulent préparer cet examen, ça peut se faire à distance, même dans son pays d'origine. C'est même conseillé de le faire, mais il faut parfois se rapprocher des personnes qui sont ici sur place, qui ont parfois certaines informations capitales pour savoir comment préparer les documents à lire, la façon parfois de réfléchir et de répondre aux questions. Je pense que c'est fondamental de le faire. Et c'est aussi important de commencer les examens le plus tôt que vous prenez la décision de venir au Canada parce que un autre critère très important pour le collège et pour les universités surtout qui vont vous sélectionner quand vous allez postuler, c'est le temps qui est passé entre votre dernière pratique et le moment où vous venez postuler pour entrer dans le système médical québécois. Pour eux, il y a un 4 ans, on va en parler plus tard. On va pas retenir le 4 ans, on va parler de ça plus tard, sinon on va mélanger tout. Donc, une fois que vous avez fait votre Q1, il y a le deuxième examen, c'est l'Écosse. Donc, c'est un examen où on vous met dans des situations cliniques. À l'époque, quand je l'ai fait, c'était encore en présentiel. Donc, vous avez, je crois, 10 stations ou 12 où on vous met des patients simulés. Chaque patient simulé va vous simuler une situation clinique que vous aurez le médecin à répondre. Et il y aura un médecin examinateur à côté qui va regarder ce que vous faites et qui va vous noter sur la base de ce qu'il va observer. Donc, c'était comme un théâtre. Vous arrivez, vous entrez dans la salle, vous trouvez le patient, vous faites ce que vous avez à faire et puis vous ressortez. Il n'y a pas de pause. Vous rentrez dans la prochaine salle à côté et ainsi de suite pendant environ 2 heures pour voir tous vos 10 à 12 patients. Et ça peut être Et des thématiques variées, hein, ça peut être sur différentes thématiques. oui, c'est sur toute la médecine. C'est la médecine clinique. Toute Mhm. la clinique, ça peut être n'importe quoi. Et puis, donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir votre résultat aussi. Vous avez passé dans les 2 examens que le collège médical canadien, dans le Conseil médical canadien veut que vous passiez pour démontrer que vous avez un niveau de pouvoir exercer la médecine au Canada. Après ça, après les 2 examens, vous êtes libre de postuler dans la province de votre choix. Pour ceux qui parlent français, c'est souvent facile de postuler au Québec, parce que le Québec, lui, il a l'exigence du français en plus. Il faut que vous parlez bien français pour pouvoir postuler. Parfois, il faut même faire des examens qui montrent que vous maîtrisez la langue française. Euh, après ces 2 étapes-là, Avant, oui, oui, avant d'aller sur la suite, je voulais saluer Denise. Et comme on était sur les examens, peut-être on va prendre 2 commentaires de Denise. Bonjour Denise, ton micro est fermé, je pense. Donc le premier commentaire, c'était la notion de l'approche de résolution des situations cliniques qu'elle mentionnait. Et puis le deuxième commentaire, c'était sur
On parlait de différentes thématiques pour l'ECOS, donc la maîtrise du manuel de médecine interne, parce que ça peut aller vraiment dans tous les sens, comme tu l'as dit, Isaac. Donc, Denis, si jamais ton micro, tu arrives à trouver comment l'activer, on te prendra, il n'y a pas de souci. Je te repasse le micro, Isaac. Ah oui, moi aussi, je faisais le tour des commentaires. Il y a des commentaires intéressants, comme très intéressants, comme celui de Ange qui Ah, ben dit là, voilà, justement. Bonjour, Ange. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, on t'entend très loin. C'est Ah, là c'est mieux? un petit oui, peu c'est mieux, Je crois que mais j'ai un problème avec mon micro. un petit peu Désolée. mieux, mais et si tu fais sans micro, sans écouteur, est-ce que ça va mieux? Je crois que c'est pas mieux. Je vais arranger ça et puis je vous reviens. D'accord, parfait. Tu Merci. clignotes quand tu es prête. Parfait. Ok, OK. vas-y, Isaac, je te repasse le micro. Mais s'il y a des questions à tout moment ou des interventions, parce que je vais faire le parcours tout croche, je ne le maîtrise pas parfaitement non plus. Mais les étapes, en gros, je les connais très bien. Donc, une fois que vous avez passé vos deux examens, le CMC va dire, OK, pour eux, vous pouvez postuler au système pour faire de la médecine au Québec. Donc, l'organisme par lequel on postule, c'est le CAMS. Les définitions, là, c'est Canadian Residence Matching, quelque chose comme ça. Vous allez entendre parler de match, mais c'est matching en anglais. Donc, tout le monde va postuler à travers cet organisme-là. Ce sont eux qui vont se charger de prendre votre candidature, votre CV, tout, et qui vont faire comme l'entremise entre l'université et vous, parce que vous allez choisir les universités auprès desquelles vous voulez postuler, les spécialités auxquelles vous voulez postuler. Vous faites tout votre dossier à travers CAMS, et CAMS va faire ce qu'on appelle le matching. Ça veut dire, il va vous présenter vos candidatures aux universités. Les universités vont décider de vous convoquer ou non en entrevue. Et une fois que vous êtes convoqué en entrevue, le CAMS va vous donner le rendez-vous, organiser tout pour votre entrevue. L'université va vous prendre en entrevue et vous allez devoir vous vendre. Vous vendre vraiment dans le sens propre du terme. Parce que ça aussi, c'est une petite difficulté des DHCU. Parfois, on a des très bons profils, mais on ne sait pas les vendre. Alors qu'en Amérique du Nord, le médecin se vend autant que le commerçant. Donc, Et il faut c'est souligner vraiment... à ce niveau ci que le CAM, c'est le même que passent les médecins formés entièrement au Québec. Donc ça, c'est un point à souligner qui est important. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le même panier que les personnes qui ont été formées au Québec. C'est vrai, ça. Donc, quand vous êtes sélectionné au CAMS et que les universités vous prennent, il y a d'autres formalités, hein, des petites formalités à remplir, mais rendu là, c'est plus, selon moi, c'est des détails parce que vous avez déjà se rendre au niveau du CAMS, c'est une bonne opportunité. C'est vrai que ça peut toujours ne pas bien se passer, mais les probabilités que vous vous rapprochez du système assez bien et ça se joue beaucoup à comment se vendre à ce moment-là. Et parfois aussi, il y a un autre examen qu'on va vous faire passer qui ressemble beaucoup à l'Écosse qu'on avait passé avant, qui, euh, qui sera un format comme celui de l'Écosse, mais avec moins de cas. Par exemple, ça peut être 3 ou 4 cas, où on va voir comment vous débrouillez. Ça fait partie du processus de votre processus de sélection. Donc, vous devez passer par là aussi. Euh, une fois que vous avez fait toutes les formalités du CAMS, les universités vont vous envoyer le résultat de vos entrevues à travers le CAMS encore. Donc, quelques mois après, le CAMS va vous répondre pour vous dire, bon, dans toutes vos candidatures, vous avez été retenu, je sais pas, en pédiatrie, en médecine interne, en médecine familiale et tout. Et vous avez le droit de commencer votre résidence tel jour. Bon, maintenant, si on doit retourner au niveau des examens, il y a des organismes qui vous accompagnent dans dans la préparation des examens. Il y en a plusieurs. Moi, par exemple, je me suis fait accompagner par un organisme à Montréal qu'on appelle les Anges de l'Espoir.
C'est un organisme mis sur pied par des médecins haïtiens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres structures, beaucoup d'autres organismes qui se créent, qui peuvent accompagner dans ça. On a un très bon groupe WhatsApp de médecins étrangers qui s'appelle Plus loin ensemble, qui fait aussi certaines démarches pour informer beaucoup, parce que le tout se joue, se joue dans l'information qu'on peut avoir pour se préparer et même pour affronter la chose. C'est très important. Euh, je vous invite, ceux qui peuvent le faire, de se rapprocher de ces organismes-là parce que c'est pas un combat à mener tout seul. On peut avoir de très bonnes connaissances, mais si on n'est pas accompagné, si on n'est pas informé sur la façon sur le fonctionnement de certaines choses, on peut pas, parfois c'est pas évident. Euh, Oui, 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 c'est important la notion d'information parce que ce soit sur les façons de répondre à certains examens, sur les façons de se vendre, c'est important d'être bien au fait que c'est là où on voit les grosses différences entre pays et surtout les façons de faire. Donc c'est vraiment important. Autre chose importante, quand entre les deux examens, le Q1, on me disait, on peut le préparer de son pays. Aussitôt que vous prenez la décision, c'est mieux de commencer la préparation parce que, comme on a parlé du 4 ans. Quand vous postulez au CAMS, votre candidature a plus de poids si la dernière fois que vous avez exercé la médecine, ça fait moins de 4 ans par rapport à la date où vous allez appliquer au CAMS. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a arrêté de faire la médecine depuis 10 ans et qui a fait ses examens, même avec de très bonnes notes, et qui vient postuler 10 ans après, il a moins de chances que quelqu'un qui a arrêté de faire la médecine il y a un an dans son pays et qui avait pris la peine de faire ses examens avant d'arriver ou qui les a très vite passés. Celui-là a plus de chances parce qu'il regarde combien d'années de pratique vous avez déjà eu. Ceci ne doit pas décourager quelqu'un qui a étudié depuis. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre organisme qui s'appelle le C10, qui est à Montréal, qui va organiser des stages de mise à niveau pour les personnes diplômées hors Canada et États-Unis qui eux ont une pratique de plus que 4, qui ont une pratique vieille de plus que 4 ans. Ça veut dire que si vous avez passé 10 ans et que vous avez vos examens, vous pouvez vous rapprocher du C10 en ce moment pour qu'il vous offre un stage. Ça se passe aussi à travers une certaine sélection. Ils ne prennent pas tout le monde. Ils n'ont pas assez de place pour prendre tout le monde. Donc, ils ont un accord avec certains hôpitaux. Ils vont vous faire un stage de 3 mois de remise à niveau. Et quand vous aurez réussi votre stage, vous avez la possibilité, votre pratique sera considérée comme elle a été rafraîchie. Ça veut dire que vous avez passé un moment où vous avez redoré vos connaissances. On s'est assuré que oui, vous êtes prêt à pouvoir exercer dans un hôpital au Québec. C'est une bonne opportunité pour beaucoup de gens qui ont une pratique vieille. C'est à Montréal le C10, mais il faut passer ces examens avant. Donc, si je dois résumer, c'est le passage des examens le plus tôt possible, postuler au CAMS et puis commencer sa résidence. Entre les trois étapes, il y a certainement des petites choses à ajuster, mais pour quelqu'un qui vient, au départ, je pense que le tout se joue vraiment au niveau des examens. Il faut vite les passer pour pouvoir vite postuler au CAMS. Il faut bien se préparer. Ce n'est pas des examens à prendre du dos de la main. Je dis ça parce que moi, ça m'a mordu, l'affaire de prendre ça du dos de la main. Au Mhm, départ, j'ai dû les faire plusieurs fois et ça m'a coûté du temps et un peu et de l'argent. mhm. Parce que c'est des examens qui coûtent cher. Il faut prendre le temps de bien se préparer pour aller les affronter. Et ne pas se dire, ben, c'est la même médecine, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont nous demander de nouveau? Oui, c'est la même médecine, mais c'est pas dans le même endroit que vous la pratiquez. Donc, la façon de réfléchir, de penser est parfois différente. Les connaissances de base restent les mêmes partout, mais c'est la façon de procéder qui est parfois différente. Isaac, je t'interromps 10 secondes pour dire à tous ceux qui se joignent en cours de route. Donc, quand vous rafraîchissez le lien, toutes les informations sont mises à jour au fur et à mesure. Donc, vous trouverez tous les liens dont on a parlé. Je viens de mettre celui du C10
dont vient de parler à l'instant Isaac. Et puis, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, j'ai vu le commentaire de quelqu'un qui est arrivé en cours de route. Il y a toutes les étapes qui sont listées dans le document. Donc, ça va être un document qui va être même au fil du temps parce que cette room sera disponible même après aujourd'hui. Et ce document sera toujours mis à jour dès qu'il y aura des informations, même dans une semaine, dans un mois. S'il y a des nouvelles choses, on mettra comme une mise à jour. Je te repasse le micro, à moins que Ange ait retrouvé le micro, sinon Oui, Ange. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, Parce que rapproche un jusqu'à... peu plus, rapproche de la bouche, parce qu'on a Là, c'est entendu. bon? Est-ce que Oui, c'est oui, mieux? on va faire avec. C'est Ah, pas ok, le 5 bon, étoiles, je suis mais désolée, on va faire j'ai avec. l'impression que je ne peux pas faire mieux que ça. Uh-huh. Euh, je voulais juste rajouter au commentaire de Isaac par rapport au C10, parce que moi je suis en train de faire le C10 en ce moment. Même au C10, 10 ans de pratique. Au C10, ils vous disent que quand vous êtes de là de 6 ans de pratique, c'est un peu, vous êtes beaucoup moins compétitif. Et comme c'est compétitif et qu'ils ne prennent pas tout le monde, ils prennent 20 par année, en sachant qu'il y a beaucoup plus de candidats qui postulent. Donc, plus de 6 ans, ça peut être problématique. Vous pouvez ne pas être sélectionné. Donc, attention aussi à ça. Et puis, il y a Denise qui disait à juste titre dans les commentaires que l'autre option, ça peut être carrément de décider, ok, je rentre chez moi ou je rentre dans le pays où j'ai fait mes études, je travaille un an et puis je reviens. Ça permet vraiment de remettre la pratique à zéro, d'oublier un peu le gap. Et ça augmente quand même un tout petit peu les chances de la personne dans les situations où il y a de longues années sans avoir pratiqué. Généralement, les situations où on a dépassé les 4 ans que les universités demandent là. Super. Je vais résumer pour ceux qui ont peut-être moins entendu. Donc, si quelqu'un a fait plus de 6 ans sans exercer, les chances que le C10 accepte de le prendre en charge va être plus difficile. Et ça, c'est un point vraiment crucial lorsque vous commencez vos démarches. Et l'autre option, c'est de partir dans le pays où vous avez exercé, travailler un an avant de revenir refaire la suite. Donc, c'est deux points importants que Ange avait partagé. Donc, merci. Et donc, Denise écrit aussi, si pratique vieillit de plus que le temps nécessaire, une expérience de stage de 6 à 12 mois aide souvent, pas à 100%, mais juste pour les gens qui ont été en dehors. Donc, même pas besoin d'aller jusqu'à un an, donc 6 mois, ça suffirait à ce moment-là. Ensuite, elle mentionne les stages en Afrique du Sud ou autres sont très prisés pour certaines provinces anglophones. Donc voilà, parce qu'on a parlé du Québec, mais il y a des personnes qui voudront peut-être aller dans des provinces anglophones et c'est important d'avoir ça en tête. Merci Denise. Parfait. J'aimerais parler d'une question Oui, oui, de vas-y. Marco Kamga qui dit il faut aussi améliorer son CV en faisant des bénévolats au Canada ou observationship pour les lettres de recommandation. Marco Kamga, oui, ça c'est un point important que tu soulèves, mais vraiment, je pense qu'on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Je pense c'est mieux de connaître les étapes à parcourir. C'est vrai qu'il faut améliorer son CV. C'est ça que, on parlait de connaître se vendre. Mais je pense que c'est des choses qu'on vous enseigne. Vous pouvez être accompagné par rapport à ça. C'est important toujours d'avoir des stages, mais des stages, c'est difficile d'en avoir quand vous arrivez déjà au Canada parce que au Canada, il y a des stages d'observation et des stages à option, des choses comme ça. Quand vous êtes déjà sur le territoire, vous ne pouvez que faire des stages d'observation. Donc, vous allez juste observer, c'est pas comme des stages à option que vous pouvez faire, que vous pouvez demander quand vous êtes encore dans votre pays d'origine. Je connais quelques personnes qui ont eu la possibilité de faire des stages au Canada pendant qu'ils étaient encore étudiants en médecine. Ça peut se faire. Mais en temps de pandémie, la pandémie est venue comme tout chambouler. Trouver des stages était de plus en plus difficile, que ce soit des stages d'observation, que ce soit des stages à option. Donc, le CV amélioré, c'est un bon point, mais connaître les étapes et comment préparer les examens est plus, je pense, que c'est plus important aussi. Ah, Exactement. donc, Surtout que si pendant cette période où vous n'êtes pas encore sur le territoire, vous avez des choses à faire sur le CV, c'est le moment aussi de le faire dans votre pays. Parce que c'est sûr que le bénévolat, le point que ça va apporter ne sera pas aussi élevé que d'autres compétences, que d'autres, par exemple le fait de bien réussir son test
le fait de bien passer l'entrevue. C'est vraiment majeur de le préciser. Donc j'ai mis un autre lien dans le document. Vous verrez, vous pouvez rafraîchir. Donc ça permet aussi d'apporter à chaque étape les différentes informations, notamment sur le CARMS. Le lien est dessus. Comme ça, vous verrez à quoi ça correspond. Les acronymes aussi. Vous avez découvert qu'on a parlé beaucoup d'acronymes. Donc tous ces acronymes-là seront aussi dans le document. C'est vraiment un document qui peut être utile. Euh, Denis dit, pour les anciens, une mission avec MSF Canada peut être une avenue. Donc merci beaucoup pour revaloriser l'expérience clinique. Super. Une des questions que je vais poser à Isaac, on parlait aussi de stage. On est arrivé à une étape, il faut faire 3 mois de stage. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, ces stages? Les stages du C10. Oui, exactement. Est-ce que tu as une idée en pratique comment ça se passe ou peut-être Ange? Bon, Ange peut-être sera mieux placé que moi, mais ici, quand on parle de stages, là, comme les stages de mise à niveau, les stages du C10, Mhm, euh, l'approche ici est vraiment différente de l'approche à laquelle on est souvent habitué, que ce soit moi formé en Italie ou toi en France, ou les gens qui sont formés dans d'autres pays africains, par exemple. C'est l'approche, le stage, là, ça veut dire que, par exemple, Ange, quand elle arrive le matin, là, on lui dit, Ange, il y a tel malade, c'est pour toi. Toi, tu prends tel cas. Et puis, c'est pas, elle ne suit pas quelqu'un, elle est autonome, elle fait ses affaires, et puis après, elle va aller comme réviser son cas avec le médecin superviseur. Et puis, quand tu vas arriver, le médecin superviseur, il va te dire, OK, parle-moi de ton cas, tu vas présenter rapidement la situation, et puis il va te dire, ouais, qu'est-ce que tu fais donc là? C'est quoi ta solution? Il faut que tu présentes ta démarche, même si elle est tordue, c'est pas grave, mais il faut que tu aies comme une démarche et puis lui il va juste t'aider dans ta démarche, voir si c'est bon ou c'est pas bon ou s'il y a quelque chose qui peut t'ajouter. C'est comme ça que les stages se passent ici. Ange peut corriger si c'est pas comme ça. Donc là, c'est vraiment une démarche de stage où on est déjà dans l'action. C'est différent des stages où on observe, où on est juste dans le passif. Là, on est vraiment dans l'action et c'est important. Ensuite, il y avait une question. Oui, vas-y, Ange, pardon, ton micro est ouvert. Oui, est-ce que c'est un peu mieux? Vous arrivez à m'entendre? Oui, 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 tout Allô? à fait. Oui, Oui, c'est exactement ce que c'est comme la résidence en fait. On est complètement autonome et on voit les patients en bureau. On part présenter un superviseur, on donne notre plan, il corrige s'il y a des choses à corriger. Et puis en hospitalisation, c'est la même chose. On va dire c'est vraiment la résidence, c'est une immersion dans ce que sera la résidence pour voir si vous êtes prêt suffisamment outillé pour commencer. Le but, c'est vraiment de voir si vous êtes prêt à commencer une résidence, si vous avez les outils pour réussir une résidence. C'est vraiment ça le but du stage de stédiste de 3 mois. génial. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut déjà, quand vous arrivez ici, observer le système. Tout à l'heure, j'ai commencé la présentation parlant du système de santé. C'est des choses que même dans votre pays, le fait de comprendre le système de santé, à l'arrivée, ne pas hésiter à contacter différents médecins pour passer une journée, juste une journée pour observer, parce que ça vous aidera à comprendre les façons de faire, comprendre les approches. J'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur le dossier médical. C'est des choses sur lesquelles on forme énormément les étudiants de médecine ici, sur l'importance de la tenue du dossier médical, les notes médicales, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être fait même en parallèle aux démarches, contacter les médecins pour voir si vous pouvez venir passer une journée et juste observer. La plupart ne diront pas non parce qu'on le fait même pour des élèves du cégep comme ça. Et il y a un site que j'ai mis dans le document, c'est le site du Collège des médecins du Québec. C'est un site qui est accessible au public et dans ce site, on peut voir la plupart des médecins et puis à ce moment-là, vous pourrez leur envoyer un email gentil puis ils seront d'accord pour vous recevoir. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, il y a une autre question qui était posée par Elvire. Est-ce qu'il y a un nombre de tentatives à respecter lorsqu'on veut faire ces examens en cas d'échec? Ça, c'est Elvire Euh, qui...
Très belle question. Oui, il y a un nombre de tentatives à respecter. Pour le Q1, l'examen des connaissances cliniques, vous avez jusqu'à trois, vous pouvez le passer maximum trois fois et éventuellement une quatrième fois en démontrant peut-être que vous avez eu un problème pour lequel vous ne l'avez pas réussi à la troisième fois. Je sais qu'il y a une quatrième possibilité que vous pouvez aller chercher. Mais la règle, c'est maximum trois fois. Et pour ce qui est de l'Écosse, à moins qu'il y ait eu des changements, c'est maximum comme deux fois, je pense, au niveau de l'Écosse. Raison pour laquelle je dis avant de les affronter, il faut se préparer. Il faut pas les prendre vraiment du dos de la main. Ça peut coûter cher, soit économiquement qu'en termes de futur aussi. Vous pouvez griller vos possibilités. C'est ça. Et c'est là où on parlera tout à l'heure aussi des plans B ou des plans C, parce que à un moment donné, comme on l'a vu dans les statistiques, tout le monde malheureusement n'aura pas accès à la médecine, donc il faudra se rabattre sur autre chose. Et ça va être aussi une façon, en se préparant psychologiquement, d'être pas trop déçu, parce que c'est quand même, on quitte un pays où on a déjà une activité professionnelle, pour ceux qui travaillaient déjà, ou bien pour ceux qui venaient de terminer, ils n'avaient pas encore eu un poste, et on veut faire un métier qu'on aime, et après on se retrouve à ne pas pouvoir le faire. Donc il faut se préparer aussi à cette potentialité-là. Alors François Xavier, c'est PVT. Et François Xavier pose la question, qu'est-ce que PVT? C'est un programme qui est pour la France. Ils appellent ça PVT, Programme Vacances-Travail. Donc en général, c'est des Français qui viennent pour passer une année à travailler. Et puis il y a des ententes. Et il y a un nombre maximum. Je crois que c'est 5000 si ma mémoire est bonne, mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Donc permis vacances-travail. Ensuite, il y avait une autre question. Lors des explications, vous parliez de faire une reprise ou recommencer à partir de l'externat. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un point important. Isaac, pour ceux qui veulent recommencer à partir de l'externat et avoir un permis régulier, c'est une voie qui est possible, mais il faut qu'ils aient une inscription dans une des 4 universités. Et c'est pas gagné non plus. Ah oui, c'est très possible. Parfois, en fonction de la spécialité qu'on convoite, c'est même conseillé de passer par l'externat pour augmenter ses chances. Mais pour l'externat aussi, il y a des critères. Je n'ai pas les critères clairs, mais à une époque, c'était qu'il fallait passer juste un seul examen, comme par exemple le Q1 ou bien l'Écosse, et vous pouviez postuler. Je pense actuellement, ils veulent que vous ayez les deux examens, et ça varie parfois d'une université à l'autre aussi. Euh, il faut prendre l'information là-dessus, mais c'est possible. Et puis, ça vous fait recommencer à quel niveau? Vous ne refaites pas toute la médecine. Il faut dire que la médecine au Canada, au Québec, c'est 5 années pour la médecine de base, comme ça pourrait être 6 années dans un autre pays ou 7 dans certains pays. Ici, c'est 5. 3 années de préclinique et puis 2 années en externat. L'externat, c'est comme une fois que vous avez fini vos 3 années de préclinique, vous allez passer 2 ans dans des hôpitaux à faire juste des stages en médecine, juste des stages, juste des stages, juste des stages, jusqu'à ce que, après 2 ans de stage, vous êtes quand même assez rodé pour aller commencer une résidence. C'est ce niveau-là qu'on appelle l'externat. Donc, vous pouvez postuler auprès d'une université pour faire ces 2 années de stage. Quand vous allez les terminer, vous allez postuler au CAMS à même titre que les étudiants qui ont fait toute leur médecine au Canada. Et ça vous ouvre plus de chances parce que, mettons que moi, diplômé d'ailleurs, je viens postuler après mes examens en radiologie, par exemple. Et que beaucoup d'étudiants aussi qui ont étudié au Canada, ils ont postulé en radiologie. Ben, naturellement, ils ont plus de chances parce qu'ils connaissent le système, ils auront des bonnes entrevues, ils auront des bonnes lettres de recommandation. Et donc, les chances pour moi sont comme réduites. Pourtant, si j'ai fait l'externat, j'ai eu 2 ans à me préparer, à faire un bon dossier pour aller vers la radiologie et donc j'aurai les mêmes chances qu'eux, par exemple. C'est important pour les personnes qui convoitent certaines spécialités qui sont encore jeunes aussi, parce que ça prend quand même 2 ans euh, pour, euh, pour se rendre là.
et qui ont de la patience parce que c'est comme faire un pas en arrière, comme le docteur prédisait au début. Mettons que vous êtes spécialiste en, je sais pas, en chirurgie ou en endocrinologie ou anesthésiste et on vous demande de retourner à un niveau où on va vous enseigner encore beaucoup de choses, à faire des stages. Ben, c'est un bon chemin pour. Je connais des personnes qui sont passées par là, des diplômés étrangers, et à la fin, ça a été bien. Et je connais d'autres qui sont en train de le faire actuellement, et ils sont bien satisfaits du fait de passer par là. Euh, il- Ce qu'on se dit souvent, c'est que ça vaut la peine, oui, surtout que tu vas arriver plus près dans le système aussi, parce que passer quand même 2 années à faire des stages, c'est pas comme quelqu'un qui va arriver directement en résidence. Les attentes ne sont pas les mêmes, et puis tu as quand même le temps de bien te frotter au système avant d'arriver à ta résidence. Tu seras comme plus à l'aise. Un des gros défis, et ça c'est un élément majeur, et vraiment écoutez ce message-là, il y a une fenêtre actuelle d'opportunité qui va sûrement changer dans les années qui viennent. Parce que les facultés de médecine ont euh, un peu ouvert les vannes de l'accès en première année, ce qui fait que le nombre d'étudiants a augmenté de façon très significative sur les dernières années. On se retrouve par exemple à former des étudiants avec des besoins d'enseignants beaucoup plus élevés. Donc ça veut dire que tous ces étudiants-là vont à un moment donné occuper des postes qui actuellement étaient plus ou moins occupés par les médecins formés ailleurs. Donc il y a vraiment cette fenêtre d'opportunité là dans les années qui viennent qui ne sera peut-être pas possible dans quelques temps. Et c'est vraiment important. Si on prend l'exemple de la fac de médecine de l'UDM, donc en 2017, il y avait à peu près 294 admissions en première année. Et cette année, ils sont montés jusqu'à 342 admissions en première année. Donc il y a une augmentation quand même significative. Et donc les postes, comme je l'ai mentionné au début, il y a 20% des personnes qui ont plus de 60 ans qui vont partir à la retraite bientôt. Mais ces postes-là vont être comblés aussi par ceux formés 2017-2018 parce que ça dure. Les formations en spécialité varient de 4 ans jusqu'à 7 ans selon la spécialité. Donc à ce moment-là, vous voyez donc les postes sont disponibles. Nous, par exemple, en gastro, on est arrivé déjà à un niveau où on n'a plus de postes pour les étudiants. On a beaucoup d'étudiants pour les médecins formés dans notre propre unité. On a des résidents qui ont été formés, mais on ne peut pas leur offrir un poste de médecin spécialiste. Or, il y a des spécialités que tu ne peux pas faire à Trois-Rivières, tu peux pas faire à... Donc, ça va être un enjeu majeur dans les années qui viennent. Donc, j'ai mis le lien des 4 universités dans le document qui est au-dessus de nos têtes et vous verrez si la voie de l'externat, c'est chaque université qui libéralise ou qui décide comment ils prennent des externes formés, diplômés internationaux. Donc c'est un point que je voulais mentionner. Et puis on salue l'arrivée de François et de Stéphane. Bonjour à tous les deux. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Vous allez bien, Stéphane? Ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content de participer à la rencontre d'aujourd'hui. Génial. On veut pas vider tous les médecins du pays, hein, mais c'est par la force des choses qu'on doit donner l'information. Oui, je trouve que c'est toujours important de pouvoir partager son expérience avec ceux qui veulent suivre le même chemin ou le même parcours. Merci, merci bien. Donc, Isaac, est-ce que sur la question de comment rebondir si ça ne marchait pas, tu avais commencé à réfléchir à ça ou c'était pas quelque chose qui était dans ton esprit, tu étais sûr que tu allais réussir? Comment faire pour ne pas réfléchir à ça? Il faut toujours avoir un plan B. Oui, Ben, j'étais en train de développer plusieurs plans B. Je peux vous en parler sans problème. Mon premier plan B, c'était de devenir infirmier au Québec au lieu d'être médecin.
mais j'avais fait tout le processus qu'on peut faire parce qu'il y a un stage de 8 mois, je pense, si vous voulez devenir infirmier clinicien ici. Vous écrivez au collège, il y a toujours beaucoup de documents qui vont vous demander tout ça pour justifier si vous avez, comment vous avez fait vos études. Et j'avais été sélectionné, mais je devais m'inscrire à un cégep, ça se faisait auprès d'un cégep. Mais à la dernière minute, j'ai désisté. Et tu sais comment on chasse les infirmiers ici. Ils m'ont tellement appelé, mais qu'est-ce que vous pensez? Revenez, tout ça. Je leur ai dit non, je pense que je vais changer. Je suis pas encore prêt, je reviendrai là-dessus plus tard. Pour ceux qui connaissent pas Et le cégep, c'est comme un collège d'enseignement, un peu comme un BTS, entre guillemets. Donc ouais, c'est après le pour secondaire. aller travailler toujours dans la médecine. L'objectif était, bon, je vais faire l'infirmier, je vais comprendre mieux le système et puis plus tard peut-être, mais j'avais déjà fait un très grand pas vers les examens, il me restait juste un. J'ai préféré me concentrer, le passer pour aller vers le CAMS. L'autre plan B que j'avais, c'était quoi? C'était de trouver un boulot dans la recherche, de faire une maîtrise, je sais pas. Mais j'avais jamais postulé auprès d'université. J'avais rencontré un médecin qui m'avait proposé un poste en recherche avec la travail dans son unité, un hématologue, quand je l'avais vu dans le cadre d'un problème de santé pour moi-même. Et puis, en me présentant, il m'a dit, ah, tu es médecin étranger, moi, j'ai besoin des médecins étrangers, un peu de réseautage, mais il m'a mis une condition qui ne m'avait pas plu. C'était que il ne voulait pas que dès que je commence à travailler avec lui, que je lui parle d'examen, je veux faire les examens. Il m'avait comme découragé, on peut dire ça comme Ah ça, ouais, pendant que de tu faisais continuer. tes examens, il fallait te Oui, consacrer exclusivement à oui, la parce que recherche. c'est ça, je ne pouvais pas faire la recherche avec lui et prendre du temps pour étudier pour mes examens. C'est ça qu'il voulait me dire en fait. Euh, il m'avait donné le temps de réfléchir. Au bout de ma réflexion, je lui ai dit non, je pense que ça ne va pas marcher. Parce que le goût d'aller faire mes examens et de faire une résidence au Canada est tellement fort que je peux te promettre que je n'irai pas vers là, mais plus tard, me connaissant, je vais toujours griller, je vais toujours gratter du temps pour aller étudier et ça ne va pas faire un bon rapport de travail. À côté de ça, mais là, c'était une mesure temporaire. Je faisais l'instructeur de premiers soins avec cœur et AVC. C'est aussi une bonne opportunité, peut-être pendant que vous préparez vos examens. C'est un travail autonome qui m'a permis de gagner un peu d'argent pendant que je préparais mes examens en même temps. C'est des choses qu'on connaît en tant que médecin. Vous faites des petites formations et puis vous allez donner des cours aux autres personnes. Ça peut être des personnes en santé, ça peut être des personnes qui travaillent dans des industries. Ça dépend il y a plusieurs types de cours de premiers soins qu'on donne ici. Ça, c'était aussi une opportunité. Je connais des médecins étrangers qui font carrière là-dedans. Ils aiment ça, ils font ça. Mais c'est le Québec, c'est le Canada, ça reste des pays développés. Il y a toujours des opportunités de faire quelque chose quelque part. Et on peut faire un changement de carrière, comme pour certaines personnes, il y en a qui changent. Quand j'ai travaillé pour la santé publique, je connais des médecins, avait un groupe de médecins étrangers, je connais peut-être 4 qui sont restés définitivement à la santé publique. Et ils se trouvent bien, ça dépend un peu de chacun, de ton projet. Moi, j'étais dans l'optique, même en tombant, je garde mon objectif droit devant moi. Et c'était un peu ça ma philosophie. Un des éléments que tu as mentionné, et je vais revenir dessus, c'est la recherche, parce que c'est justement une des pistes que beaucoup prennent en se disant que en faisant leurs examens, ils vont faire un peu de recherche, sauf que ça prend beaucoup de temps. Et moi, je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment ce que ce médecin-là t'avait donné comme conseil, de ne pas faire les deux en même temps. Vaut mieux se consacrer sur sa maîtrise, la terminer, et puis ensuite faire ses examens, parce que ça va être difficile de chasser deux lièvres en même temps et finalement bâcler son projet de recherche et ne pas soutenir comme on voit certains qui soit ne soutiennent pas, soit ne publient pas leurs travaux et puis au final ça n'aide pas le CV alors que si tu arrives au CARMS avec une maîtrise, une ou deux publications, ça te donne un bon bagage compétitif.
Oui, et puis la recherche, c'est une bonne chose. C'est très passionnant. Oui, je savais aussi que ça demande beaucoup de temps. Donc, on n'allait pas faire un bon ménage tous les deux. C'était clair. Heureusement qu'il me l'avait dit dès le départ. Sinon, peut-être on serait séparés après avoir entrepris le parcours. À côté de ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne sais pas si toi, tu as d'autres plans B. Après, il y a les IPS qui sont, c'est comme une nouvelle filière. Maintenant, ces formations-là, on ne sait pas encore exactement si ça va être ouvert à ceux qui ont des diplômes de médecin d'ailleurs. L'acronyme, c'est infirmier praticien spécialisé. C'est un profil de métier qui donne aux infirmiers la possibilité de faire des prescriptions, des suivis de patients. Et c'est très niché dans des spécialités comme, mettons un exemple concret, la diabétologie. Donc ça, c'est des exemples concrets. On appelle ça IPS. Donc ça, c'est une possibilité à regarder si, étant déjà sur le territoire, si c'est accessible. Ça pourrait être un plan B ou un plan C. Moi, Ah, j'aime quand on est dans ce genre de forum, j'aime plutôt encourager les gens s'ils peuvent, hein, parce qu'on sait que c'est beaucoup d'enjeux, parfois l'enjeu économique, parfois il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu, de se concentrer sur l'aspect de passer ses examens, l'aspect d'aller chercher à entrer en résidence ou alors en externat. Euh, Parce que je pense que plus vite on est dans cette optique-là, mieux c'est. Je préfère, moi j'avais comme dans ma tête, je disais, je préfère griller toutes mes possibilités aux examens et puis aller vers un plan B par la suite, au lieu d'aller vers un plan B en essayant d'aller chercher le CAMS après, donc la résidence après. Je pense que ça allait être beaucoup plus difficile pour moi parce que j'allais gagner de l'argent peut-être dans ce que je fais, j'allais peut-être prendre goût à ça par rapport à la médecine. Donc, au bout du compte, l'objectif, c'est d'affronter tout ça. Je sais que c'est parfois difficile, surtout quand on n'est pas encore sur place, de dire, ah, je vais venir faire tout ça. Ça peut sembler beaucoup tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ça peut sembler une montagne à escalader, mais je vous assure, ça se fait très bien avec les enfants, avec les conjointes, conjoints, tout ça. Ça se fait très bien. Ça peut sembler beaucoup, mais je veux pas que ça donne à réfléchir à beaucoup de gens qui se disent, mais est-ce que, mais le tout, ça dépend de votre motivation. Si vous avez la motivation, faites-le, 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 parce que au bout du compte, c'est vous qui allez gagner à la fin de la décision. oui, oui, ça reste que, comme on l'a vu les statistiques, 10 à 12% de l'ensemble des nouveaux inscrits sont formés diplômés internationaux. Donc, c'est pas négligeable et c'est sûr que après, c'est la volonté individuelle de travailler. C'est parce qu'on se retrouve dans un environnement où on est un peu loin de son mode habituel de vie. Et tout à l'heure, Denise disait l'importance de se retrouver dans des groupes pour pas que cet isolement vienne rajouter à l'isolement de l'hiver. Donc être dans des groupes pour se soutenir, ça doit aider beaucoup, beaucoup. Et puis être prêt à assurer les coûts. Parce que les coûts de la vie, c'est des coûts quand même importants aussi. On n'en a pas parlé, mais il y a les coûts des examens, mais il y a aussi les coûts de la vie. Oui, 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 il y a les coûts de la vie. Allô? Oui, 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 on t'écoute, Isaac. Ah, je pensais que ça s'est coupé. Il y a le coût de la vie, le coût des examens. Ça coûte cher faire les examens, ça coûte cher la vie ici. Bon, il y a aussi on n'oublie pas la possibilité aussi qu'on peut avoir que certaines banques peuvent vous faire des prêts, par exemple, pour ceux qui sont en difficulté économique, ils peuvent avoir besoin de prendre un prêt pour pouvoir venir, arriver à bout de leur projet. Les banques aiment ça. Si vous présentez un bon projet, Dès être l'instant où étudiant, on est résident, c'est accessible, hein, c'est ça, dès qu'on est résident. On- résident au Canada, Oui, c'est ça, ouais, pas exactement. médecin Non, résident, non, non. résident au Canada.
Et Ouais. pour la petite histoire, tous les étudiants, tous ceux qui étudient au Canada s'endettent. Donc, ce ne sera pas tabou pour vous de prendre un prêt pour pouvoir euh, mener à fond votre projet. Ça peut être un bon soutien économique à ne pas négliger. C'est une façon de procéder aussi qui peut être bénéfique. Et quand vous Sinon, serez résident, c'est les banques qui vous courront derrière pour vous faire un prêt. ça, c'est pour que vous ne bougez plus d'ici, là, parce que vous allez payer votre prêt toute la vie, là, et ils aiment ça. Mais au fond, à la fin, c'est pas l'aspect économique qu'il faut regarder, parce que de toute façon, l'argent, c'est un moyen, là. C'est tout. Merci, merci Isaac. Je ne sais pas si Denise avait un commentaire. Je sais que tout à l'heure, tu étais dans un endroit bruyant. Sinon, François, est-ce que tu as des questions pour notre expert du cheminement? Ça fait combien d'années au total, Isaac, entre le départ d'Italie? Je suis parti de l'Italie en septembre 2018. Donc, ça D'accord. fait 4 ans et quelques semaines que j'ai atterri à l'aéroport de Montréal. C'est ça. Donc, le processus, on peut dire 3 ans au total, 3 ans et demi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et venant affronter toute l'affaire, et je suis marié, j'ai 2 enfants, donc ça, Bravo, bravo encore, hein, vraiment. C'est un modèle pour tous ces jeunes qui, certains, euh, n'arrivent pas avec des formations bien suivies à être bien rémunérés de ce qu'ils devront à la juste valeur ou certains se défendent un peu. Et je salue notre confrère qui est aussi présent sur la scène, Docteur Copé. Bravo pour ce que vous faites, hein, vraiment félicitations aussi. Merci, merci, ça me va droit au cœur. Oui, vas-y François, je pense que tu as ouvert ton micro. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, 5 sur 5. Oui. Bonsoir à tous déjà. Ça fait longtemps que je peux participer à une room. Donc c'est toujours un plaisir. En fait, je vais revenir sur le processus d'externat toujours parce que ça a l'air intéressant et bon, il y a d'autres questions autour. Tout à l'heure, on a parlé par exemple il y a le coût de la formation et le coût de la vie et en lui-même aussi qu'il ne faut pas négliger. Donc, je me pose une question, est-ce que ça se passe comme dans les autres pays où pendant l'externat, les étudiants on reçoivent quoi, une certaine prime pour pouvoir supporter leur formation ou bien une certaine prime pendant les stages? Par exemple, les gardes, ce genre de choses. Est-ce que c'est le même principe au Canada? Oui, 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 les externes ont une rémunération pendant leur formation qui dure 2 ans en général. Le montant exact, je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais te trouver l'information à l'occasion. Je mettrai dans le document aussi, le même document qui est au-dessus de nos têtes. Mais je pense que c'est une rémunération qui n'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que zéro. Effectivement. Ok, pour ma part, c'est bon, merci. Merci beaucoup à toi. il y a une question de Elvire Faucam qui dit, si on contracte une dette à la banque dans le cadre des études au résidanat, combien de temps nous faudra-t-il pour le rembourser? Je vous remercie. Elvire, ça dépend beaucoup de ta banque, avec la banque avec laquelle tu vas faire affaire, de combien de temps va te prendre ton parcours et tout ça. Donc, c'est vraiment un aspect qui est difficile à répondre pour nous mais on dit juste, ça, il y a cette possibilité-là de prendre un prêt pour pouvoir pousser son projet. C'est pas tabou en Amérique du Nord de prendre un prêt pour étudier. C'est ça, les durées de prêt d'années à plusieurs années, mais c'est pas, mettons, une maison, 20 ans. Je pense que ça se chiffre à moins long
moins que la dizaine d'années en tout cas. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que quand on vous accompagne, tant que vous n'avez pas fini vos études, vous n'êtes pas censé payer. Les intérêts vont peut-être s'accumuler, mais vous n'allez pas payer. Vous allez les payer à la fin. Le compte, le, comment, le calcul sera fait à la fin. Vous allez commencer à travailler. On va vous dire, OK, on va s'asseoir et on va tout recalculer. Vous nous devez ça. On prend une entente de paiement. Voilà ce que vous allez nous verser tous les mois. C'est comme ça que ça marche. Parce que ce qui est tentant, et ça tu l'as mentionné Isaac, on va leur dire, c'est de vouloir travailler à côté. Et les jobs, c'est sûr que c'est tentant. Surtout avec la pandémie, on a vu, hein, il y a eu, on est presque au plein emploi. Je ne sais pas si ça continue encore, mais il y a eu beaucoup de jobs accessibles. Et donc, la tentation de faire un métier qui est payé, c'est un piège. Oui, c'est un beau piège. Moi, j'ai vécu ça. C'est voilà pourquoi je faisais l'instructeur de premiers soins. Donc, c'est moi qui décidais quand est-ce que je peux aller travailler. Donc, je pouvais prendre un cours, aller faire un cours quelque part. Après, je l'annule dans les délais raisonnables pour ne pas créer de problème à la société. Je trouvais ça plus intéressant. Au lieu d'avoir un contrat où je dois être là à 8 heures, de lundi à vendredi, je ne suis pas, je ne gère pas mon horaire. C'était plus difficile, ça. Je travaillais pas beaucoup, c'est vrai, mais j'étais comme mon propre patron. Donc, c'était intéressant, cette façon de travailler aussi. Donc, ça, c'est important, ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de postes où on vous donne des 20 heures semaine, 25 heures semaine. Après, vous n'avez pas le temps de réviser. Donc, merci beaucoup. Donc, Ange, est-ce que tu as d'autres commentaires pour nos jeunes qui écoutent? Et après, on va faire un dernier tour de table. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est 5 étoiles. Oui, très bien. C'est Ah, ok, d'accord. Là, j'ai pu enlever les écouteurs. c'est même parfait. Euh, ok. J'aurais, j'ai pas forcément d'autres commentaires. Ce que je vais juste insister sur quelques points vraiment pour ceux qui se lancent dans le processus. C'est vraiment se mettre en groupe et puis toujours garder son esprit ouvert, avoir des plans B et plan C. Mais comme Isaac a dit, si vous avez un objectif, gardez-le en tête, même si vous tombez et tout. Je pense que il faut intégrer que l'échec peut faire partie de tout un processus. C'est pas ça le plus grave. C'est juste qu'il faut mettre les moyens en place pour pouvoir se relever. C'est long, c'est compliqué, mais il y a des gens qui arrivent tous les jours. Donc, il faut juste s'armer, bien s'entourer et puis ne pas lâcher. Ne pas lâcher et puis garder l'esprit ouvert en se disant si ça marche pas cette fois-ci, ça marchera une autre fois. Même si ça marche pas une autre fois, ça remarchera la fois d'après. Donc, ne pas lâcher, c'est essentiellement ça. Il faut beaucoup être résilient dans ce processus, vraiment, vraiment être résilient pour pouvoir y arriver, quoi. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde vous dira et répétera. Merci. Merci beaucoup, Ange. Merci aussi pour ton parcours, ton expérience. Donc, tu as commencé l'externat, c'est ça? Non, les Le 3 mois C10. Oui, le de C10, oui, je C10, suis à c'est l'hôpital ça. de Verdun, oui. Il me reste encore 6 semaines là. Ok. Juste, juste donc, après, je ne te coupe Vas-y, pas. C'est Isaac. pour dire aux gens que Ange et moi, on se connaît. Ange, on a bossé ensemble très dur pour le CAMS dernier. Malheureusement pour elle, elle n'avait pas eu de la place, mais vous voyez, maintenant, elle est en train de faire un stage. J'ai pas de doute que l'année prochaine, on sera ensemble en résidence. Donc, et pour la petite histoire, on avait un groupe qui était peut-être à une dizaine de personnes. Dans ce groupe-là, la majorité des personnes sont ou en résidence maintenant ou bien en externat. Donc, comme pour dire, il y a de la possibilité. Ça dépend de vous, ça dépend de comment vous venez chercher votre place et des moyens que vous mettez un peu en jeu en termes d'engagement et de ressources. C'est un peu ça. Je pense que le système est ouvert. Surtout en ce moment, comme disait Dr. Pré, c'est vraiment ouvert. On a vu ça avec le CAMS dernier, on voit ça avec les accès en externat maintenant. Donc, c'est le bon moment en fait. Il faut se lancer.
C'est ça, et puis surtout se souvenir pourquoi on fait tout ça. C'est sûr que chacun a ses motivations. Et une des motivations qui est majeure, à mon sens, c'est la question de quel type de médecine on veut exercer. Si on est ouvert à tout type de médecine, ça va être différent que quelqu'un qui veut absolument faire la chirurgie ou bien l'ophtalmologie, parce que les barrières ne seront pas les mêmes. Puisque l'étape de la résidence dépend pas uniquement des examens, mais aussi dépend des postes ouverts. Et quand on parle de CARMS, on parle de ces postes qui sont ouverts, qui varient d'une année à l'autre. Hein. Dans les programmes, il y a des années où on ne va pas avoir des postes, ou en tout cas très très limités. Donc c'est aussi cela qui va être déterminant, quelle formation que vous avez fait et quelle spécialité vous êtes prêt à sacrifier. Donc, merci. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir terminer ici. Isaac, je te remercie beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on termine la room? Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Moi aussi, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée de parler à des confrères qui sont ailleurs, partout dans le monde. Je les encourage à ne pas baisser les bras. C'est toujours, on a parlé, on a discuté de beaucoup de choses, mais c'est un chemin qui est faisable. On voit les gens passer par là chaque jour. On est en train de passer par là. Donc, après, nous, les gens passeront. Avant, nous, les gens sont passés. Donc, ne voyez pas ça comme quelque chose d'inaccessible. C'est accessible. Il faut venir. Il faut le faire. Il faut le faire. J'encourage tout le monde et vraiment du courage et bonne chance à tout le monde. Beaucoup de bruit, mais bon, je vais juste prendre le temps de remercier Dr. Pré pour cette belle initiative et merci surtout à Isaac et bravo pour la vitesse de parcours. Je voulais Merci, merci, Denise. juste répondre rapidement parce que j'ai vu que sa question est passée et vu qu'on partait déjà, il y a quelqu'un, Lansanis Naba, qui avait posé une question concernant la bourse Vanier du Canada. Cette bourse-là, je ne la connais pas vraiment, mais ce que je voulais lui répondre, c'était que, parce qu'il dit, je suis médecin de santé publique avec un master en santé publique et j'aimerais savoir comment faire pour bénéficier de cette bourse. Pour la bourse, je pense qu'il faut aller sur le site et appliquer et essayer de respecter les différentes conditions qui sont posées là et surtout, focussez-vous sur la qualité de votre CV. Parce que comme on l'a dit au début, généralement, on ne fait pas attention de bien se vendre. Pourtant, on a toutes les compétences. C'est pour ça qu'on n'est pas souvent admis à beaucoup d'opportunités. Et puis, la suite, c'est pourrais-je travailler au Canada après mon PhD si toutefois je suis admise. Il serait aberrant de dire que vous n'allez pas travailler au Canada. Il y a beaucoup d'opportunités. Tout dépend de comment vous allez vous vendre. Tout dépend de qu'est-ce que vous allez choisir comme PhD et qu'est-ce que vous voulez faire avec ce PhD-là. Donc, encore une fois, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez orienter votre pratique ou bien votre carrière et c'est quoi vos intérêts professionnels. Donc, je ne sais pas si ça répond à sa question. Et voilà, je pense que je vais remettre le micro à Dr. Pri parce que je ne voulais pas qu'on parte sans que je vous dise bonjour et que je réponde au moins à ça. Merci. Oui, ça nous a échappé. Et merci beaucoup pour tes interventions majestueuses dans le chat et ton input a été super pour les jeunes. Et oui, non, pour sa question, tu as tout à fait raison. Faire un PhD de nos jours, il trouvera facilement. Il y a beaucoup de chercheurs. J'ai un collègue qui disait que c'est rare de trouver des étudiants qui veulent faire un PhD parce que le marché de l'emploi est tellement dynamique que beaucoup de personnes qui ont une maîtrise veulent juste travailler. Mais le problème, c'est après le PhD, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là où ça devient un peu corsé parce que s'il veut continuer en recherche, être chercheur autonome, ça voudrait dire aller chercher un postdoc, ça voudrait dire aller chercher un moyen pour faire bâtir un laboratoire de recherche et c'est un enjeu qui est un peu spécial. Mais après le PhD, s'il veut aller dans l'industrie, que ce soit pharmaceutique
ou autre, c'est sûr qu'il y aura toujours des opportunités. Donc pour avoir la bourse, il faut premièrement qu'il ait un projet de recherche parce que la bourse va être liée à un projet de recherche. Donc il faut que tu contactes des enseignants qui ont des projets où ils veulent encadrer des étudiants et qui ne trouvent pas. Donc les sites des universités, les sites des centres de recherche affichent souvent les offres disponibles et à partir de là, tu appliques. Donc merci beaucoup à tous, merci.